Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour reprendre les vidéos. Alors, par contre, ça ne durera que 3 jours parce que je vous rappelle, je vous ai déjà dit que les 3 prochains jours, vendredi, samedi, dimanche, je ne ferai pas non plus de vidéos parce que je ne serai pas là. Et après, tout reprendra normalement. Donc, on va continuer pour l'instant Corneille. Alors, on avait vu dans la séquence 3 le héros et le conflit cornélien, la première partie sur le héros cornélien. On avait vu qu'il y avait une histoire de monstre. On avait aussi vu l'aspect de gloire, d'honneur, de devoir. Donc aujourd'hui, on va un peu plus voir le conflit cornélien et comment est-ce que ce conflit se caractérise, quelles sont ses caractéristiques et quelles sont les façons dont on peut l'appréhender, dont on le considère. Donc, grand 2, le conflit cornélien. Petit 1, les obstacles. Sur le chemin de la grandeur, le héros rencontre des obstacles qu'il doit surmonter pour se réaliser pleinement. Des événements extraordinaires vont le mettre à l'épreuve et l'obliger à choisir. De ces obstacles naît une crise morale, douloureuse et émouvante, mais il donne aussi au héros l'occasion de se dépasser. Sa décision sera lucide, rapide et irrévocable. Je le ferais encore si j'avais à la faire, citation, s'écrie Polyeucte, vers 1671, comme Rodrigue, 1600, vers 878, pardon. Auguste doit lutter contre son propre passé d'ambitieux sans scrupules. Tout le mouvement dramatique de Polyeucte réside dans les assauts successifs que le héros repousse. Tentative de l'instinct, de conservation et de la peur. Félix fait exécuter Néarque sous ses yeux. De l'ambition. 4, 3, 1173, 1198. Du devoir civique. Vers 1199, 1214. À l'acte 5, scène 2, Félix a recours à un subterfuge. Il veut être initié au christianisme. Son gendre doit donc renoncer au martyre pour assurer le salut d'une autre âme et pour la conversion de Félix, sauver la vie de nombreux chrétiens. La feinte est subtile, mais Polyeucte a tôt fait de la percer à jour. Contre l'appel divin, une seule tentation l'ébranle vraiment, celle de l'amour humain. Il doit prier, stance, pour avoir le courage de résister à Pauline. La brusquerie même de ses répliques prouve à quel point il est sensible à son charme et à son appel. Un moment vient où son émotion ne peut plus se contenir. Hélas, vers 1252. Il triomphe pourtant, et pour être tout à fait sûr que son amour pour Pauline est dépouillé de toute faiblesse humaine et parfaitement compatible avec l'amour de Dieu, par un suprême effort, il veut la confier à Sévère, son rival. 4, 4. Petit 2, l'amour cornélien. Ainsi, l'amour seul est digne d'être confronté avec la gloire. C'est ce qu'il s'op- c'est que s'ils s'opposent souvent, ou du moins paraissent s'opposer, leur essence au fond est la même. La gloire est fondée sur l'estime de soi-même, l'amour sur l'estime pour l'être aimé. Corneille dira plus tard que l'amour est une passion chargée de faiblesse. Belle citation. En est-il bien ainsi dans ces chefs-d'œuvre? Eh oui, c'est ce que nous pouvons nous demander. Donc nous verrons ça en 2 points. Premier point, l'essence de l'amour. Ce n'est pas un choix conscient et raisonné qui préside à sa naissance, pas davantage un simple attrait physique, mais une inclination mystérieuse, un je ne sais quoi, un charme au sens plein de ce mot, confère page 105. Un je ne sais quel charme auprès qu'elle m'attache, dit Floram dans la suivante, et Pauline de son côté avoua sévère, Polyeucte, vers 505, un je ne sais quel charme encore vers vous m'emporte. Mais les cornéliens ont le cœur trop haut pour que leur inclination puisse les asservir à un être indigne d'eux. S'il ne naît pas d'une démarche rationnelle, l'amour est pourtant fondé en raison. Le conflit a comme une intuition de la valeur de l'être auquel il va s'attacher. Je l'aimais, Stratonis. Il le méritait bien, dit Pauline, parlant de ses vers. Polyeucte, vers 184.
Ainsi, à la différence de Racine, Corneille peint généralement l'amour partagé. Par un instinct sûr, le héros s'éprend de la femme la plus parfaite qu'il connaisse, et celle-ci est séduite à son tour par cet élan vers la perfection qu'elle devine chez lui. L'invitation est en effet divinatrice. Chimène aime Rodrigue avant qu'il ait l'occasion de s'illustrer. Elle pressent en lui, de même que l'infante, le héros futur. À mérite égal, c'est le je ne sais quoi qui décide. Deux frères, Antiochus et Séleucus, aiment Rodogune. Celle-ci répond à l'amour d'Antiochus et n'éprouve qu'indifférence pour Séleucus, comme ils ont le même sang, avec pareil mérite. Un avantage égal pour eux me sollicite, mais il est malaisé dans cette égalité qu'un esprit combattu ne penche qu'un d'un côté. Il est des nœuds secrets, il est des sympathies dont par le doux rapport les âmes assorties s'attachent l'une à l'autre et se laissent piquer par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. C'est par là que l'un d'eux obtient la préférence. Rodogune, 355-363. Et je vous lirai la suite donc dans à peu près une semaine. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.